africaines, africains, je vous dis salam alaikum, je vous dis inakawana. Je vous salue depuis la Normandie, où je suis revenu après mon dernier périple, eh bien à Londres, en Angleterre. Je suis de retour dans cet oratoire, et pendant que je revenais d'Angleterre vers la Normandie en France, j'ai pris connaissance de la monumentale interview délivrée par son Excellence Monsieur le Général d'Armée, Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, devant l'excellent journaliste Abdoulaye Tiemogo sur notre chaîne publique bien-aimée, la radio-télévision du Niger. Je dois vous dire que les premiers moments d'écoute de cette interview qui dure plus de 3 heures et 22 minutes m'ont mis dans un état d'extase émotionnelle. J'étais tellement réjoui, j'étais tellement convaincu, satisfait, j'étais tellement habité par ce qui a été dit par le président Tiani qu'il me fallait prendre le temps de descendre de ce piédestal de vérité monumentale pour être capable de vous proposer un décryptage ce lundi, eh bien 2 juin 2025 au soir. J'ai écouté, depuis hier dimanche, j'ai écouté 4 fois la totalité de cette interview. L'interview dure 3 heures et 22 minutes. Vous imaginez, pour l'écouter 4 fois, il faut donc faire pratiquement 13 heures, plus de 13 heures de temps à l'écouter, pour être sûr qu'on a bien compris, pour être imprégné et imbibé de ce que le président Tiani a dit. L'interview est d'une telle richesse que je me suis même demandé, mais alors, toi, analyste politique, qu'as-tu à dire de plus? Le président Tiani a tellement été pédagogique, il a été d'une patience, d'une précision millimétrée. Le président Tiani a été d'une telle érudition pendant cette interview que quand vous venez en présenter le décryptage, vous avez une tâche extrêmement compliquée. Comment mieux dire ou comment expliquer ce qui a été clarifié? Peut-on faire plus clair que clair? Toute personne qui comprend les langues françaises, Hausa ou Zarma, et qui a écouté le président Abdourahmane Tiani a appris en 3 heures et 22 minutes, plus qu'il n'aura appris en lisant tous les livres publiés chez nous au Niger sur la crise africaine. Oui. Il faut reconnaître la difficulté du travail de l'analyse politique quand vous avez affaire à un orateur qui a entièrement traité le sujet. Mais, vous le savez, le docteur des preuves étant considéré par les Africaines et les Africains comme l'un de leurs meilleurs analystes politiques de tous les temps, pendant que je rentrais d'Angleterre en passant par les tracasseries traditionnelles de la police française, des aéroports qui, à l'aller, me mettent toujours en garde à vue, retiens mon passeport, je ne sais pour voir quoi. Au retour, fait la même chose. Pendant même que je passais par cette tracasserie devenue usuelle sous la dictature macronienne, ici en France. Mon cœur était réjoui d'avoir dans une oreillette de mon iPhone le président Abdourahmane Tiani en train de délivrer une compréhension experte, une compréhension précise, une compréhension mesurée, une compréhension lucide, une compréhension courageuse de la déstabilisation que connaît le continent africain. Je ne vais donc pas vous refaire, pour ainsi dire, le compte rendu de l'interview du président Abdourahmane Tiani par notre frère, l'excellent Abdoulaye Tiemogo. Non. Ce que je propose, c'est de vous dire comment moi j'ai compris le président Tiani. Parce que, normalement, tous et chacun ici, nous avons peut-être déjà fait l'effort d'écouter l'interview, d'entendre l'interview. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de le faire. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, Franklin Yabsiwa Cameroun, l'Afrique des libertés, j'ai republié l'interview parmi les commentaires.
Sur ma chaîne Facebook, Franklin Nyamsi, vous avez la totalité de l'interview. Et si vous voulez aller à l'original, allez sur la chaîne, la RTN, Radio-Télévision du Niger. Vous avez les versions en français, en Hausa et en Zarma de l'entretien du chef de l'État nigérien avec les journalistes de la Radio-Télévision nationale. Vraiment, il est important à tout Africain, important pour tout Africaine, pour tout Africain, d'avoir au moins une fois entièrement écouté cette interview. Cette interview est un acte de délivrance. C'est un exorcisme politique. C'est une dépossession du pouvoir du mensonge, de la ruse et de la violence. Pouvoir qui a maintenu les Africains dans les ténèbres pendant plusieurs décennies et dont il faut extirper chacune et chacun d'entre nous. Donc, je ne vais pas vous faire le résumé de l'interview. Ce n'est pas cela qui est important. Je vais vous dire comment j'ai compris le président Tiani. Alors, comment je l'ai compris? Je le comprends à partir d'un plan en 7 points. 7 points essentiels. Comment je comprends le président Tiani? D'abord, en écoutant cette université de sciences politiques à ciel ouvert, j'ai été attentif à la méthode utilisée par le chef de l'État nigérien. Sa méthode. C'est important que les Africains maîtrisent la méthode. La méthode du président Tiani là. Il faudrait que toute personne qui veut exercer des responsabilités locales, municipales, législatives, des responsabilités publiques importantes, voit la méthode utilisée par le président Tiani, qui est une méthode à recommander pour tout dirigeant authentique, c'est-à-dire tout véritable serviteur de son peuple. Je parlerai donc d'abord de la méthode, pour que ceux qui ont suivi l'interview, regardez l'interview, repensent ce qu'ils ont vu. Le deuxième sujet que je vais aborder, c'est la logique de l'ordre par le chaos, caractéristique de l'hégémonie occidentale. Cette logique nous a été décryptée par le président Tiani. Ce sera la deuxième partie de mon analyse. Comment l'Occident a construit son hégémonie sur la planète par la méthode de l'ordre par le chaos. Le président Tiani nous en a donné un panorama d'une telle vivacité qu'on se demande quand est-ce que le militaire de terrain, 40 années sur tous les fronts, pour la défense de sa patrie, a eu le temps d'ingurgiter autant d'histoires, de sciences et d'actualités politiques. Troisième moment de notre exposé. Le président Tiani, je l'ai vu nous enseigner la géostratégie de la déstabilisation africaine. Nous faire comprendre ce que le chef d'État qu'il est, le général d'armée qu'il est, sait. La géostratégie de la déstabilisation de l'Afrique. Le président Tiani l'a décrite d'une manière telle que il faut être du diable pour sortir des 3h22 de cette interview en étant encore sous l'emprisme de la théorie de l'islamisme, de la théorie du djihadisme, de la théorie, pour ainsi dire, que la communauté internationale a inventée pour enfumer les Africains et l'opinion internationale sur les véritables enjeux de la déstabilisation de l'Afrique. Le quatrième point qui m'a paru fondamental à examiner dans cette interview du président Abdourahmane Tiani, c'est l'analyse patiente de l'hostilité de l'oligarchie politique française, l'élite de gouvernement français, contre l'alliance des États du Sahel. Le président Tiani nous a décrit cette hostilité avec une telle patience qu'il nous a fait entrer dans l'âme du racisme, dans l'âme du colonialisme, dans l'âme du néocolonialisme et de l'impérialisme français et occidentaux. Il nous y a fait entrer par la grande porte. Nul véritable auditrice, auditeur de la grande interview du président Tiani sur la RTN ne pourra ignorer la nature et bien de la bête. Le cinquième sujet sur lequel le président Tiani a retenu mon attention, ce sont les tensions critiques avec les partenaires chinois et notamment les indices qui ont été donnés sur leur duplicité. Le sixième sujet par lequel le président Tiani a touché notre cœur, c'est sa manière humble, modeste, d'aborder la problématique agro-pastorale dans son pays, le Niger. Comment s'assurer
que le Niger est en marche vers une authentique autosuffisance alimentaire? Comment s'assurer que le Niger est en marche vers une capacité de faire face aux catastrophes naturelles? Comment s'assurer que le Niger est en marche vers l'amélioration constante du niveau de vie de ses populations? Et enfin, 7e sujet, j'ai été touché par la puissance émotionnelle de la conclusion de l'interview du président Tchani et les appels. J'en ai noté 5 qui ont été formulés dans la conclusion de cette interview. Et en réalité, il est important de rappeler ces appels, car comme le rappelle le président Tchani, qui est imbibé de l'ésotérisme théologique musulman, le rappel sauve l'âme. Mes chers amis, voici donc le programme de ce décryptage. Si ce programme vous agrée, partagez cette émission. Faites un tour de partage. Nous commençons sans plus tarder avec le premier point. Le président Abdourahmane Tchani commence toujours ses prises de parole par une invocation de Dieu créateur. Et il finit toujours ses prises de parole par une invocation de Dieu créateur. On pourrait se demander pourquoi il fait cela, puisqu'il est à la tête d'un État qui n'est pas une théocratie. Il est à la tête d'un État qui assume une certaine laïcité. Pourquoi fait-il cela? Commençons par ce point-là. En fait, il le fait non pas parce qu'il considérerait que tous les musulmans, tous les Nigériens sont nécessairement musulmans, ni même que tous les Nigériens seraient nécessairement chrétiens, ou que beaucoup de Nigériens seraient plutôt des traditionnalistes africains. Non, le président Tchani le fait parce que sa nature profonde, c'est qu'il croit en Dieu. Si le président Tchani était né dans un pays juif, il serait un juif croyant. S'il était né dans un pays chrétien, il serait un chrétien croyant. Un authentique chrétien croyant. Comme il est né dans un pays musulman, c'est un musulman authentiquement croyant. Il assume sa foi, sans complexe. Ce qui est une manière de montrer comment en Afrique nous vivons la religion. Nous ne vivons pas la religion comme quelque chose qu'on doit cacher, comme quelque chose qu'on doit redouter. Nous vivons la religion comme quelque chose qu'on doit tranquillement affirmer, sans la prétention d'imposer son point de vue aux autres. La religion fait partie de notre vie. La vie africaine est une vie imbibée de religiosité. D'ailleurs, dans la tradition africaine, il est inimaginable qu'une créature se prenne pour le créateur. Le président Tchani a cette éducation. Pas simplement une éducation de musulmans. Dans un pays qui est musulman depuis 666, il nous l'a rappelé. 40 ans après le début de l'hégire, il y avait déjà l'islam au Niger. Non, il n'est pas seulement musulman. Le président Tchani est africain. Nous, les Africains, nous appartenons à une tradition qui reconnaît que nous ne nous sommes pas créés nous-mêmes. Les Africains de tradition savent qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Le président Tchani a même rappelé que toutes les civilisations qui dominent le monde depuis, mettons, 3000 ans, sont des civilisations qui ont hérité de la grande civilisation africaine. Et la grande civilisation africaine était une civilisation traditionnelle. Elle existait avant le judaïsme. Elle existait avant le christianisme. Elle existait avant l'islam. Et dans les langues africaines qui sont encore vivantes aujourd'hui, il y a toujours un mot pour appeler Dieu le Tout-Puissant, Dieu le Créateur de tous les êtres. On a menti sur l'Afrique en disant que la tradition africaine était polythéiste. Il n'y a pas de polythéisme en Afrique. Ce qu'on a appelé polythéisme, c'est une mauvaise compréhension de la déclinaison des différentes manifestations de la divinité. Toute la tradition africaine affirme l'existence d'un Dieu unique, principe fondamental, créateur de toutes choses. À l'origine de tout ce qui est, il y a toujours l'être suprême. Il n'y a aucun système traditionnel africain qui pose plusieurs êtres au fondement de l'être. Le monothéisme est d'origine africaine. Je voudrais qu'on comprenne très bien que la religiosité
la confiance dans le Créateur est un élément fondamental de la civilisation africaine. Nous autres Africains n'avons pas attendu d'être juifs. Nous n'avons même pas attendu d'être chrétiens ou d'être musulmans pour savoir qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Nous le savions avant tout le monde sur la terre. Toutes les religions qui sont nées sur la terre sont venues de chez nous. Car nous sommes la première et plus grande civilisation de l'humanité. Le président Abdourahmane Tiani, qui est un grand lecteur des travaux, du brillant anthropologue, égyptologue, physicien, mathématicien sénégalais, le professeur Cheikh Anta Diop, a clairement indiqué cela pour rabattre le caquet aux mythologues de l'Afrique sans histoire, de l'Afrique sans écriture, de l'Afrique à la remorque des autres civilisations, de l'Afrique sans cerveau. Pour penser une Afrique sans histoire, une Afrique sans écriture, une Afrique sans cerveau, il faut être un inculte, comme Nicolas Sarkozy de Nagui Boksha. Pour venir en plus dire cela, en pleine université Cheikh Anta Diop de Dakar, il faut vraiment, très clairement, avoir un trouble cérébral. Le président Tiani a donc une religiosité qui, pour nous, Africains, est quelque chose d'ordinaire. C'est quelque chose de normal. Parce que les Africains, qui sont le plus ancien peuple au monde, savent qu'ils ne se sont pas créés eux-mêmes. Et l'une des responsabilités de l'Africain, où qu'il vive sur la terre, c'est de transmettre la piété. L'humilité de la créature face au Créateur. Nous ne sommes tous que des créatures. Et il n'y a de Dieu que Dieu. C'est une thèse élémentaire de la sagesse africaine. Donc le président Tiani commence par là et finit par là. Pour rappeler à ses compatriotes, aux Nigériennes et aux Nigériens, qu'ils ne se croient pas supérieurs à eux, mais qu'ils se sentent investis de leur confiance et de la protection divine pour accomplir la vérité et la justice pour son peuple. C'est pour cette raison que le président Tiani place toujours ses interventions publiques sous l'axe du divin. Il se place sous la verticalité de l'inspiration transcendante. Et ce qu'il dit, c'est-à-dire ce qu'il projette horizontalement, doit venir de l'axe. Et c'est ce qu'on appelle une parole orthogonale. Une parole qui est d'équerre. Voilà l'effort. C'est cet effort que nous voyons au Mali. Quand le président Goïta ou le premier ministre Abdoulaye Maïga parle, nous voyons la parole droite descendre et puis se répandre. C'est cet effort que nous voyons au Burkina Faso. Quand le président du Faso, Ibrahim Traoré, ou son premier ministre Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo, parle, nous voyons descendre une parole qui respecte les hiérarchies célestes et qui se manifeste sous la terre par la libération de l'homme. Par le face-à-face de l'homme avec l'homme. Je tenais à insister sur cette dimension sacrée et sacrale de la parole tianienne. Maintenant, commençons avec le chapitre 1, la méthode. Quelle est la méthode du président Tiani? Le président Tiani qui a fait des études de lettres. Nous sommes tous détenteurs d'un baccalauréat qui n'existe plus ici en France, mais qui existe encore en Afrique. Le baccalauréat A4. C'est un baccalauréat qui est écrit baccalauréat de philosophie-lettres. Et celui qui a fait sa classe de philosophie, notamment la classe de A4, où on a un programme de philosophie à 8 heures, a nécessairement caressé les doctrines et les théories philosophiques, au moins jusqu'à un certain point. Le président Tiani utilise une méthode particulière pour exposer ses idées. Cette méthode a été révélée par une citation qu'il a utilisée. C'est une citation d'Emmanuel Kant, le philosophe allemand, qui a vécu au XVIIIe siècle. Et cette citation dit « La théorie sans pratique est inutile. La théorie sans pratique est inutile. Parfois on dit elle est vide. Et la pratique sans théorie est aveugle. » C'est Kant, Emmanuel, qui a dit cela. Au XVIIIe siècle. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, Emmanuel Kant, ce philosophe allemand, voulait arbitrer deux écoles qui se combattent. Depuis l'Afrique jusqu'à la Grèce et même partout dans le monde, dans tous les continents, il y a deux écoles qui se combattent pour décrire comment
nous connaissons, pour décrire le processus de la connaissance. Comment un être humain connaît? Comment tu fais pour connaître? Il y a deux écoles en philosophie qui s'affrontent, quel que soit le pays concerné, quelle que soit l'époque de l'histoire concernée. Il y a d'une part l'école idéaliste, qui dit que la connaissance est en nous, que quand nous naissons, Dieu, la nature, ont déjà placé en nous, dans notre cerveau, dans notre esprit, l'essentiel des structures qui nous permettront de connaître. Donc, c'est la théorie de l'idéalisme. Nous possédons en nous les idées. Et l'idéalisme, quelque part, affirme que la connaissance est innée, que c'est héréditaire, qu'on naît avec. Dans la tradition philosophique occidentale, les grands idéalistes sont des auteurs comme Platon ou Descartes, qui estimaient que l'homme peut connaître en réfléchissant sur sa réflexion. L'homme peut même fermer les yeux. Et en réfléchissant sur sa réflexion, l'homme peut connaître. Voilà la vision de l'idéalisme. Et il y a un exemple célèbre qui est donné dans un dialogue de Platon. Platon élève des Africains. Il y a un exemple célèbre qui est donné dans un dialogue de Platon, intitulé Ménon. Dans cet exemple célèbre, Socrate va visiter un de ses amis qui s'appelle Ménon. Et ils se mettent à discuter pour savoir si, est-ce que quand nous naissons, nous sommes déjà bons? Ou est-ce que nous devenons bons sous l'effet de l'éducation? Le dialogue porte sur la vertu. Est-ce que l'homme naît étant déjà vertueux ou est-ce que c'est parce qu'on l'éduque que l'homme apprend à distinguer le bien et le mal, le bien du mal et à faire plutôt le bien? Ménon dit, mais c'est clair que ce sont nos parents, nos professeurs, nos imams, nos rabbins, ce sont nos maîtres, nos hommes politiques qui nous ont appris à distinguer le bien du mal. Sinon, à la base, quand nous naissons, nous sommes de vilains animaux qui, à la première occasion, tirent la couverture de leur côté. Et Socrate décide de démontrer que ce n'est pas vrai. Que la véritable connaissance, elle est intérieure. Et que, pour connaître, il faut simplement se souvenir de ce qu'on sait déjà. Alors, il y a un esclave qui traîne par là, parce que les Grecs avaient des esclaves dans l'Antiquité. L'esclave de Ménon qui traîne par là, Socrate lui demande de venir. Et Socrate va demander à cet esclave de résoudre un problème de géométrie, qu'on appelle le problème de la duplication du carré. Et l'esclave va trouver la solution. Il a un peu été aidé par Socrate quand même. L'esclave va trouver la solution, et Socrate va pouvoir donc démontrer à son ami Ménon que la connaissance est innée. Ça, c'est la théorie idéaliste. Alors, face à la théorie idéaliste, il y a une école toujours pas d'accord. On les appelle les empiristes. Les empiristes, ce sont des philosophes, qu'ils soient africains, asiatiques, américains ou européens, qui estiment que la connaissance provient de l'expérience. On ne naît pas avec la connaissance. On acquiert la connaissance au fil des expériences. Le mot empirisme, E-M-P-I-R-I-S-M-E, vient du mot grec empiria, qui veut dire expérience. Et donc pour les empiristes, lorsque nous naissons, notre esprit ressemble à une feuille vierge, à une page blanche, sur lesquelles l'expérience vient inscrire des informations. Donc pour les empiristes, la connaissance est totalement acquise. Alors que pour les idéalistes, la connaissance est totalement innée. Les empiristes ne manquent pas d'expliquer que je parle français parce que j'ai appris à parler français, je parle Haoussa parce que j'ai appris à parler Haoussa. Quand un bébé naît, il ne peut pas encore compter, on lui apprend à compter. Souvenez-vous des tables de multiplication qu'on nous a apprises, parfois avec des punitions. Les récitations qu'il fallait apprendre par cœur. C'est comme ça qu'on a acquis des connaissances. On a acquis des connaissances par l'expérience, par l'apprentissage, par l'acquisition. Donc ça fait deux écoles opposées qui ne sont pas d'accord les unes avec les autres. D'un côté, les idéalistes, représentés par un Platon, un Descartes dans la tradition occidentale. De l'autre côté, les empiristes, souvent représentés par deux philosophes britanniques, ici en Occident, qu'on appelle John Locke et David Hume. Alors, la question c'est, où se situe le président Abdourahmane Tchani? Le président Abdourahmane Tchani se situe dans une école intermédiaire entre ces deux positions. Puisque sa citation, référant à Kant, qui dit « La théorie sans pratique est inutile, la pratique sans théorie est aveugle ». Elle consiste à dire qu'il y a un peu de ce qui est inné, intérieur, héréditaire,
dans la connaissance, mais il y a également un peu de ce qui est acquis, ce qui est tiré de l'histoire dans la connaissance. La connaissance est un mix. C'est une association de la théorie, ce que nous pensons dans notre esprit, avec l'expérience, ce que nous vivons dans la vie. Et cette position philosophique, qui n'est ni idéaliste, ni empiriste, on l'appelle le constructivisme. Le président Tiani est un constructivisme. Il considère que la connaissance est une association parfaite des facultés innées que le Créateur, la nature nous a données, avec l'expérience historique que nous avons. Quand nous mettons nos facultés en mouvement pour interpréter notre expérience, nous arrivons à la connaissance. Mais la connaissance est une construction de l'inné avec l'acquis, de l'idée avec la matière. Voilà la philosophie politique du président Tiani. Voilà sa méthode de pensée. Alors, ce qui fait que le président Tiani alterne entre des faits, c'est-à-dire l'empirisme. Quand vous l'entendez dire les faits empiriques, c'est-à-dire l'expérience, et des principes, c'est-à-dire la théorie. L'exposé du président Tiani est une association de la théorie avec l'expérience devant le peuple nigérien. Non seulement il rappelle les grandes catégories des intellectuels pour comprendre le monde, mais il rappelle les faits qui se sont déroulés. De telle façon que quand tu confrontes les catégories intellectuelles avec les faits, tu comprends. C'est ce qu'on appelle donc le constructivisme, c'est-à-dire la connaissance comme une construction qui met en relation ce que nous savons par nous-mêmes avec ce que nous apprenons par les autres, par l'expérience. Mais pourquoi cette méthode est-elle intéressante? Mais cette méthode est intéressante parce qu'elle fait de nous les acteurs de la connaissance. Dans l'idéalisme, tu possèdes déjà la connaissance par la volonté de celui qui t'a créé, Dieu ou la nature. Dans l'empirisme, tu possèdes la connaissance uniquement parce que l'expérience t'a apporté des informations. Dans les deux cas, tu es un peu passif. Puisque d'un côté, Dieu ou la nature t'ont donné des connaissances innées, et puis de l'autre côté, l'expérience t'a apporté des informations. Alors que dans le constructivisme, c'est toi-même qui bâtis ton modèle. C'est toi-même qui associe la théorie avec l'expérience. Dans le constructivisme, tu penses par toi-même. Et c'était un élément fondamental d'Emmanuel Kant dans ce qu'il a appelé la devise de la philosophie des Lumières. Ose penser par toi-même, sapere aude. Le président Tiani invite les Nigériennes et les Nigériens, les Africaines et les Africains à penser par eux-mêmes, à construire leur propre schéma et à arrêter de reproduire des schémas qui leur sont dictés, soit par la nature, la soi-disant tribu, l'ethnie, la nation, avec ses frontières héritées de la colonisation, soit des schémas qui sont imposés par les colons, les négriers, les impérialistes, les néocolons et les dictateurs. Le président Tiani nous invite à renoncer, à laisser quelqu'un d'autre penser notre situation. Il nous invite à construire notre propre chemin. Et ça, c'est le premier moment qui m'a frappé. Toute personne qui suit les 3h22 de l'interview du président Tiani est à l'école de la réflexion personnelle. Le président Tiani vous donne les principes et les faits qui lui permettent d'affirmer des thèses. Ces thèses ne sont pas des foutaises, ces thèses ne sont pas des allégations aériennes. Quand il parle, il vous montre les positions sur la carte. Quand il parle, il vous donne des dates. Quand il parle, il vous donne des chiffres. Quand il parle, il vous donne des noms. Ce type a une mémoire phénoménale. C'est incroyable. On a beau avoir les meilleurs conseillers du monde, la performance mémorielle, la performance mnémonique, mnémotechnique du président Tiani est remarquable. Quand il entre dans un dossier, il pourrait même en venir à vous dire à quelle heure la réunion s'est tenue et quel temps il faisait. Tellement il a travaillé précisément la question. Quand il doit prononcer le nom, par exemple, d'un citoyen français, Christophe Guilloux, l'ancien ambassadeur que nous avons hautement critiqué quand il était au Cameroun en train de soutenir la dictature. Le président Tiani va jusqu'à souligner qu'il n'a pas nécessairement à sa disposition la bonne prononciation. C'est-à-dire qu'il fait tout pour ne pas induire celui qui l'écoute en erreur. Il dit, je ne sais pas exactement si on dit Guilou ou Guilhou. Mais en tout cas, je sais que ça s'écrit G-U-I-L-H-O-U. Christophe Guilhou. Ou Guilou.
C'est-à-dire que même quand lui, il a des doutes, il partage ses doutes avec son auditoire. Ce qui est un signe d'une très grande honnêteté intellectuelle, ce qui est le signe de quelqu'un qui pense librement. Il pense librement. C'est-à-dire il apprend vite et il fait lui-même sa synthèse et il construit lui-même son schéma. Ça, c'est le premier moment. L'invitation à penser par nous-mêmes. Maintenant, on va rentrer dans le deuxième moment de mon observation de cette interview. Et je pense que ce que je vous dis pourrait vous aider à mieux écouter à nouveau cette interview ou à mieux l'écouter si vous ne l'avez pas encore écouté. C'est la logique de l'ordre par le chaos caractéristique de l'hégémonie occidentale. Comment l'Occident domine-t-il le monde? Le président Tiani nous a décrit le modèle tel qu'il se déploie au Moyen-Orient. On l'a vu en Afghanistan, on l'a vu en Irak, on l'a vu en Syrie, le modèle. On le voit au Yémen, on le voit en Palestine, le modèle utilisé par l'Occident pour dominer la terre. Quel est ce modèle? C'est diviser pour régner. C'est imposer son ordre en semant préalablement le chaos. Que ce soit au Moyen-Orient, en Eurasie ou en Afrique, l'Occident a une méthode très simple. Quand il arrive dans une région du monde à laquelle il s'intéresse en raison notamment des richesses du sol, du sous-sol ou des ressources humaines, l'Occident commence par y semer, l'Occident politique, commence par y semer la zizanie. On y oppose les ethnies, on y oppose les nations, on y oppose les religions pour pousser des peuples qui vivaient en paix ensemble à la guerre. C'est ce qu'on va faire entre l'Iran et l'Irak. C'est ce qu'on va faire entre l'Inde et le Pakistan. C'est ce qu'on va faire entre la Chine et Taïwan. C'est ce qu'on va faire entre Israël et le Liban. C'est ce qu'on va faire entre les Palestiniens et les Israéliens. C'est ce qu'on va faire entre les terroristes financés par l'OTAN et le régime syrien. C'est ce qu'on va faire au Yémen. C'est ce qu'on va faire entre Israël et l'Égypte. Systématiquement, on va semer des zizanies qui obligent ces pays-là à entrer en guerre les uns avec les autres. Une fois qu'on a semé la guerre, qu'on a semé le désordre, qu'on a semé l'instabilité dans une région, on se propose comme médiateur dans les conflits de cette région. Vous avez observé la même méthode en Ukraine. Qui est derrière l'Ukraine pour faire la guerre à la Russie? Qui a voulu utiliser l'Ukraine comme position avancée pour installer l'infrastructure militaire de l'OTAN et menacer la Russie? Mais c'est l'OTAN. L'OTAN qui arme l'Ukraine pour que celle-ci déstabilise la Russie se trouve être à la tête de l'initiative de faire une médiation entre l'Ukraine et la Russie. Alors que c'est l'OTAN qui a provoqué la guerre entre l'Ukraine et la Russie pour en tirer tout le profit, récupérer les terres rares, récupérer les ressources économiques, récupérer les chantiers de reconstruction. La même OTAN s'incruse dans les négociations et veut peser lourd dedans. C'est la méthode que le président Tiani nous a décrite. Regardons le cas de l'Irak. La guerre entre l'Irak et l'Iran dans les années 80. Qui l'a provoquée? Mais ce sont les impérialistes occidentaux. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait une entente entre les pays pétroliers. L'Iran, pays pétrolier, l'Irak, pays pétrolier, s'ils s'entendaient, ils fixeraient ensemble un prix du baril qui ne serait pas avantageux pour le pillage, impérialiste américain et occidental. Il a donc fallu qu'on dresse Saddam Hussein contre Ayatollah Khomeini dans les années 80 et on a provoqué des millions de morts entre les Iraniens et les Irakiens avant de les attaquer les uns après les autres. De tuer Saddam Hussein d'un côté et aujourd'hui on menace l'Iran d'éradication si l'Iran venait à posséder l'arme nucléaire que les pays occidentaux possèdent. Quelle arrogance. Le président Tiani nous a expliqué la méthode du divide to rule, diviser pour régner. Et ainsi, il nous a amené à nommer la nature réelle de la déstabilisation que subit le continent africain. Le président Tiani nous dit, ne répétons pas le storytelling, le narratif que l'Occident politique veut nous imposer dans cette affaire. Il n'y a pas d'islamisme en Afrique. Il n'y a pas de djihadisme en Afrique. Les concepts d'islamisme et de djihadisme, nous dit le président Tiani, auraient une raison d'être si les motivations de ceux qui saccagent le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Cameroun, le Nigeria, le Tchad, le nord du Bénin, même parfois le nord du Togo,
si leur motivation était d'islamiser, on parlerait de guerre islamique, on parlerait de djihad. Mais le problème, c'est que les régions dans lesquelles ils perpètrent leurs massacres abominables sont des régions majoritairement peuplées de musulmans. Le président Tiani a rappelé que pour ce qui est du Niger, l'islam y a pris racine depuis l'an 666, 40 ans après le commencement de l'hégire du prophète de l'islam. Donc, le président Tiani évacue, il disqualifie, il néantise la théorie de l'origine religieuse de la déstabilisation de l'Afrique contemporaine. Il nous propose au contraire de considérer que l'Afrique est en proie essentiellement au néocolonialisme et au terrorisme. Oui, au néocolonialisme et à l'impérialisme. Le terrorisme n'étant que le moyen qui est employé justement par les néocolonialistes et les impérialistes pour imposer leur ordre par le chaos et la méthode de pompier pyromane. J'espère que de ce point de vue, vous avez été préparé par les travaux de votre serviteur. J'ai écrit l'impérial terrorisme. Livre dans lequel j'ai amplement établi les preuves de cela. Le président Tiani revient sur les mêmes faits. Il nous rappelle que Al-Qaïda est une organisation terroriste qui a été créée par les services de renseignement occidentaux. Il nous rappelle que l'État islamique est une organisation terroriste qui a été créée par les services de renseignement occidentaux. Le président Tiani nous explique donc que l'Afrique est confrontée à une guerre de recolonisation, à une guerre impérialiste. L'Afrique n'est pas confrontée à une guerre religieuse. À partir de là, nous voyons donc très clair dans ce qui se passe en Afrique. On nous attaque, non pas pour nous islamiser, on nous attaque pour pouvoir voler notre uranium, notre or, notre diamant, notre cobalt, notre pétrole, notre gaz, notre manganèse, notre coltan, notre lithium. Pour nous voler notre café, notre cacao, voler notre coton. On nous attaque pour pouvoir voler notre eau potable. On nous attaque pour pouvoir continuer à exploiter, comme depuis la période de la traite, eh bien, de l'esclavage, eh bien, exploiter l'Afrique contre les Africains, l'Afrique sans les Africains. C'était là l'objet de la deuxième partie de mon observation. Passons au troisième moment, la géostratégie de la déstabilisation africaine. Là, le président Tiani va dans le détail. Et il nous présente l'Alliance des États du Sahel dans une configuration d'encerclement. Elle est encerclée. Ce qui n'est pas sans vous rappeler notre théorie de l'oignon géostratégique. J'avais déjà expliqué que il fallait se représenter l'Alliance des États du Sahel à partir du paradigme de l'oignon géostratégique. AES au milieu, directement autour de l'AES, les groupes armés terroristes, directement autour des groupes armés terroristes, les pays de la CEDEAO, qui sont les vassaux du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental, et directement encadrant la CEDEAO, encadrant les groupes armés terroristes, eh bien, les puissances néocolonialistes de l'OTAN. J'ai déjà proposé ce schéma que vous connaissez, qui s'appelle l'oignon géostratégique. Le président Tiani demande d'abord de constater que c'est la situation, l'encerclement de l'AES. Il nomme les puissances qui encerclent l'AES. Dans l'ordre, il cite les pays de la CEDEAO instrumentalisés. Le Nigeria et le Bénin. Il cite la France. Il cite l'Union européenne. Il cite les États-Unis d'Amérique. Ce qui correspond en réalité à citer l'OTAN. Quand il cite les États-Unis d'Amérique, le président Tiani insiste sur le bénéfice provisoire du doute concernant M. Donald Trump. Parce que les faits qu'il relate datent de l'époque où l'administration américaine était dirigée par les démocrates. Et notamment un certain M. Joseph Biden, dit Joe Biden. Dans sa manière de parler des États-Unis, le président Tiani semble vouloir laisser au président Trump l'occasion de changer de méthode. On a vu un émissaire du président Trump commencer à tourner en Afrique pour dire que les États-Unis envisageaient de procéder autrement que les dirigeants démocrates américains. Donc, en attendant de documenter les pratiques de l'administration américaine en Afrique sous Donald Trump, le président Tiani semble lui donner l'occasion de redresser le tir. Mais ceci ne peut pas nous faire oublier qui est Trump.
Donald Trump est l'homme qui vient de recevoir un avion de 400 millions de dollars de la part du Qatar, qui est un État parrain du terrorisme, qui est l'un des États qui a contribué au saccage de la Libye. Ceci ne nous empêche pas aussi de savoir que Donald Trump, président des États-Unis, a officiellement reçu le chef des terroristes syriens, qui ont été financés par l'OTAN, financés par, eh bien, les pays alliés de l'OTAN au Moyen-Orient, Arabie Saoudite, Qatar, etc. Le chef des terroristes syriens, éminent patron d'Al-Qaïda et de l'État islamique, Ahmed al-Shara, a été reçu en Mondovision par Donald Trump. Donc, je pense que le bénéfice provisoire du doute qui est accordé à Trump ne va pas durer longtemps. Car Donald Trump n'est pas différent de Biden. Il n'est pas différent d'Obama. Parce que tous ils sont animés de l'idéologie de la destinée manifeste des États-Unis. C'est-à-dire le droit des États-Unis de primer sur tous les autres intérêts dans le monde. Ce qu'ils appellent « Make America Great Again ». Ce n'est rien d'autre que le motif en vertu duquel ils peuvent tout se permettre. Je donnerai un deuxième exemple à propos de M. Trump. C'est ce qu'il fait au Congo avec le vassal Félix Tshisekedi. Si vous observez bien ce que Donald Trump fait au Congo, c'est qu'il est en train d'amener Tshisekedi et Kabila et Kagame, Tshisekedi, Kabila et Kagame à s'entendre sous l'égide des États-Unis d'Amérique pour exploiter les richesses du Congo au détriment du peuple congolais. C'est ça la nature de l'accord, engagé par le gouvernement Tshisekedi avec les États-Unis d'Amérique, pour que ceux-ci deviennent les parrains du pillage du Congo, les parrains directs du pillage du Congo, en bonne entente avec l'Ouganda, avec le Rwanda, véritable suppôt de l'OTAN et des États-Unis, et en bonne entente avec tous les autres politiciens accroupis qui constituent le M23. Je parle de Kabila Joseph et de Nanga Corneille. Je cite ces faits-là pour attirer l'attention de nos autorités au Niger et dans toute l'Afrique de l'Ouest, que Trump n'est pas différent. En matière de politique africaine, Trump n'est pas énormément différent de Joe Biden. Joe Biden est beaucoup plus maladroit, mais Trump est beaucoup plus cupide encore. Trump est beaucoup plus cupide. Et leur vision de la place des États-Unis dans le monde n'est pas si différente que cela. Le président nous explique la logique de la situation. Alors, quelle est la logique de la situation? Il y a une puissance qui a été construite ici en Europe sur l'exploitation de ses anciennes colonies et de ses anciens territoires sous tutelle. C'est la France. Quand on discute de l'Afrique, anciennement colonie française, anciennement territoire sous tutelle de la France, à l'Union européenne, les représentants français s'empressent d'interdire à qui que ce soit de parler. Et ils présentent l'Afrique comme leur chasse gardée. Quand il faut parler de l'Afrique à l'Organisation des Nations Unies, dont le président Tiani nous a dit la vacuité, l'inaudibilité, la surdité, le mutisme. Quand on discute de l'Afrique là-bas, et notamment de l'Afrique dite francophone, anciennement colonie française ou territoire sous tutelle française, les dirigeants français s'apprêtent de prendre la plume en tant que penholder pour rédiger les résolutions concernant cette partie de l'Afrique et d'interdire aux représentants d'autres pays d'avoir un mot à dire. Car ils présentent l'Afrique, anciennement territoire sous tutelle, anciennement colonie, comme leur zone d'influence, leur précaré, leur dispositif socle, leur affaire personnelle. Ceci est corroboré par les révélations du président Vladimir Vladimirovitch Poutine, le chef de l'État de la Fédération de Russie. Tout comme par le chef de la diplomatie russe, Sergei Viktorovitch Lavrov. Ils ont dit que plusieurs fois dans des réunions internationales, les dirigeants français les ont approchés pour leur dire « ôtez vos pieds de l'Afrique, l'Afrique c'est chez nous ». Les dirigeants de l'Union européenne, appuyés par les dirigeants français, ont menacé plusieurs fois les dirigeants russes. Ne mettez pas vos pieds en Afrique, l'Afrique nous appartient. Donc ce que dit le président Tiani, rapportant justement les conversations dans les hauts cénacles des organisations internationales occidentales, permet de comprendre que, en effet, c'est l'élite politique française qui mène et qui théorise la déstabilisation du Sahel. La déstabilisation notamment des pays de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, parce que ces pays sont à la tête de la contestation de son hégémonie multiséculaire. Alors, pourquoi la France fait-elle cela? Pourquoi amène-t-elle l'Union européenne, les États-Unis, l'OTAN, dans cette volonté de soumettre par la force les Africains? La raison
va être étudié dans la phase suivante de l'exposé du président Tchani. Mais il est juste important de savoir que le président Tchani, contrairement à plusieurs chefs d'État africains abonnés à la langue de bois, incapable de nommer l'ennemi, le président Tchani n'est pas passé par 4 chemins pour nous dire qui déstabilise l'Afrique. Je cite, il a cité la France, il a cité la CEDEAO instrumentalisée, il a cité l'Union européenne, il a cité les États-Unis, ce qui renvoie à l'OTAN. Et le président Tchani a insisté fortement sur le Nigeria et le Bénin. Le Nigeria et le Bénin, ces derniers temps, attirent l'attention du président Tchani par la duplicité des dirigeants de ces pays. Le président Tchani demande de distinguer les peuples béninois, peuple nigérian, des dirigeants béninois et nigérians actuels. Le Bénin est actuellement occupé par des forces étrangères qui prétendent aider l'armée béninoise à combattre le terrorisme, mais qui sont pourtant des forces qui ont parrainé des actions terroristes sur le continent depuis plusieurs siècles. Prenons la dernière en date à arriver sur le sol béninois, la force rwandaise. Mais qu'est-ce que c'est que le Rwanda de Kagame? C'est une armée terroriste. C'est une armée qui sème la terreur au Congo. Comment peut-on comprendre que M. Talon fasse venir au Bénin une armée de terroristes qui sont coupables du déplacement de millions de Congolais, de mort de millions de Congolais? Qu'est-ce qu'ils peuvent donc venir faire de bon au Bénin? La question peut se poser de la même façon à M. Touadéra en République centrafricaine. Qu'est-ce qu'on peut espérer de l'armée rwandaise quand on voit le rôle qu'elle joue dans la tragédie congolaise? L'armée française, elle n'a jamais été confrontée au procès des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité qu'elle a commis en Afrique. Pendant sa pénétration coloniale, elle a commis des déportations, elle a commis des crimes de guerre, elle a commis des crimes contre l'humanité, elle a commis des crimes de génocide. Il n'y a jamais eu un procès, ni en France, ni où que ce soit dans le monde, des crimes de l'armée française. Rien qu'à prendre mon pays natal, le Cameroun. Cette armée est coupable d'avoir conduit un génocide de plus d'1 million de personnes. Entre 1958 et 1971, avec l'appui de ces supplétifs africains, que le président Tchani appelle utilement les tirailleurs et les autres spahis. Donc le président nomme clairement cela. Il nomme le Nigeria parce que le Nigeria est un crève-cœur. Voici un pays qui normalement est présenté comme une grande puissance africaine, mais qui est dirigé par des lâches. Le Nigeria a tous les moyens de savoir que derrière Al-Qaïda, c'est-à-dire Boko Haram, se cachent les services occidentaux de l'OTAN, avec leurs alliés du Moyen-Orient. Les dirigeants nigérians le savent. Ils savent qui est derrière l'État islamique. Ils sont au courant des révélations du président Donald Trump. Ils sont au courant des financements directs de l'USAID aux organisations terroristes qui ensanglantent l'Afrique. Les dirigeants nigérians le savent. Mais comment comprendre que ces dirigeants permettent aux troupes américaines, aux troupes européennes, aux troupes occidentales de crêcher sur le sol nigérien, de participer aux réunions stratégiques portant sur le combat contre le terrorisme, alors même qu'on sait que ce sont ces puissances qui parrainent les organisations terroristes. C'est la même question qui se pose avec le Bénin. C'est la même question qui se pose avec tous les pays de la CEDEAO, qui sont complaisants envers les forces otaniennes, complaisants envers les forces françaises, complaisants envers les forces de l'Union européenne, alors même que les liens directs entre l'oligarchie politique européenne, occidentale, et les organisations terroristes, tout cela s'est affiché. Nous étions ici en France le 7 mai 2025, quand le chef terroriste syrien, bras droit d'Ayman al-Zawahiri, bras droit d'al-Baghdadi, les grands chefs d'Al-Qaïda et de l'État islamique, est venu et a reçu tapis rouge à l'Élysée. Nous étions tous là. Nous étions tous là quand Donald Trump est allé recevoir le même chef terroriste en Arabie Saoudite, avec l'approbation des princes d'Arabie Saoudite et du Qatar. Nous étions tous là quand le Qatar a participé, avec la France de Sarkozy, les États-Unis d'Obama, la Grande-Bretagne de David Cameron, au saccage de la Libye et à la déstabilisation du Sahel. Nous étions tous là. Comment peut-on comprendre que les dirigeants africains qui ont toutes ces informations continuent de faire ami-ami avec des puissances qui arment le terrorisme, financent le terrorisme,
médiatise le terrorisme. Allez voir par exemple tout le travail qu'abat France 24, RFI, tout le travail qu'abat l'AFP, abat Jeune Afrique pour faire connaître les exactions du JNIM, c'est-à-dire d'Al-Qaïda. Allez voir tout le travail qui est fait pour donner à Iyad Aghali, le chef terroriste implanté par Al-Qaïda, c'est-à-dire l'un des acolytes d'Ahmed Al-Shara en Syrie. Regardez tout le travail qui est abattu par France 24, par TV5, par RFI, par Jeune Afrique. Regardez tout le travail qui est abattu par Le Monde pour faire connaître les idées de ces hommes, pour faire connaître leurs prouesses et pour les présenter comme les maîtres du Sahel. Le président Tiani a été précis. Il a donné des dates, il a donné des lieux, il a donné des contenus, il a révélé des décisions. C'est une interview qui est un document historique. Cette interview est une archive historique. Et la méthode utilisée par le président Tiani pour identifier les responsabilités françaises, celles de l'Union européenne, celles des États-Unis, celles de l'OTAN en général, celles de la CEDEAO, celles du Bénin et du Nigeria, c'est une méthode honnête. Il n'a procédé qu'à des affirmations factuelles, avec date, avec composition des délégations, avec décisions prises, avec conséquences observées. Le président Tiani, littéralement comme André Gide le dirait du roman, a promené le miroir, le scalpel de l'information politique sur le chemin de la déstabilisation. Alors, quelle est la réponse stratégique de l'Alliance des États du Sahel à cet encerclement par les groupes terroristes, qui sont en fait des mercenaires, s'appuyant sur le sol béninois, le sol nigérien, s'appuyant sur la ceinture de la CEDEAO, la France, l'Union européenne, les États-Unis, l'OTAN. Quelle est la réponse? Le président Tiani nous a dit qu'il y a une triple réponse qui a été apportée. D'abord, une réponse sécuritaire, ensuite une réponse diplomatique et enfin une réponse économique. 3 réponses sont apportées par la Confédération de l'AES. Sur le plan sécuritaire, c'est la création de l'armée confédérale, l'armée unifiée qui est déjà en action sur le terrain. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger combattent ensemble les terroristes à l'heure où je vous parle. La réponse diplomatique, c'est la mise en convergence des prises de position diplomatiques des 3 États de la Confédération. Ce qui fait donc une puissance diplomatique supérieure. Quand le Mali, le Burkina Faso et le Niger soutiennent une position diplomatique, cela multiplie par 3 la puissance de cette position. 3e élément, la réponse géostratégique est aussi économique. Ils ont créé une banque confédérale qui est dotée d'un budget de 300 milliards de francs CFA. Et cette banque confédérale va donc préparer le terrain pour la nouvelle monnaie, la monnaie Sahel, qui permettra à ces 3 pays d'ouvrir le chemin de la mort définitive, de l'ignominie, de l'abomination du franc CFA. Alors, dans ces conditions, on peut passer au 4e moment de notre analyse de cette interview. Le président Tiani a affronté, et c'est le 4e point que je voudrais observer ici, il a affronté un sujet précis. Pourquoi l'oligarchie politique française est-elle hostile contre l'Alliance des États du Sahel? Qu'est-ce qui peut expliquer cette oligarchie, cette hostilité? Le président Tiani a dit qu'on ne peut pas comprendre l'hostilité de l'oligarchie politique française si on ne maîtrise pas 3 arguments fondamentaux. 1. Le mépris civilisationnel de l'élite française envers les peuples africains. De 2, la cupidité économique du modèle politique français envers l'Afrique. Et puis de 3, la guerre informationnelle, la guerre d'opinion qui est imposée aujourd'hui à l'Afrique. Alors sur le premier point, le mépris civilisationnel. Le président Tiani nous ramène au moins d'abord à la période de Napoléon. Il dit, retournons à la fin du XVIIIe siècle, début XIXe siècle. Retournons à l'époque de Napoléon. Mais qu'est-ce qui caractérise Napoléon?
Et là, le président Tiani en profite pour nous révéler quelque chose, un mot qu'il n'aime pas dire. Je vais vous dire le mot qu'il n'aime pas dire. Il n'aime pas dire le mot nègre. Il n'aime pas dire le mot noir. Le président Tiani n'aime pas du tout ce mot-là. Au point qu'il l'a banni de son vocabulaire quand il faut décrire les hommes de notre continent. Pourquoi? Parce que il estime que ce mot a été chargé de tellement de négativité. Il a été chargé de tellement de méchanceté. Il a été chargé de tellement de mépris. Qu'en l'employant, nous risquons de faire prospérer les énergies négatives que les gens ont logées dedans. Il préfère que nous nous présentions comme des Africains, comme des habitants du Niger. Bref, que nous nous présentions par des concepts plus valorisants que la réduction à la couleur de notre peau. C'est le mot dont il parlait souvent. Quand le président Tiani dit « je ne veux pas prononcer ce mot-là », c'est parce que même dans la citation de Napoléon qu'il veut rapporter, Napoléon parle du nègre, il parle du noir. Et il dit que l'Africain, entendez dans les mots de Napoléon, c'est le nègre, le noir, est naturellement fait pour la servitude. Donc le président Tiani nous amène d'abord à la manière dont l'élite politique française de gouvernement regarde les Africains. Et il nous dit, à l'origine de toute cette affaire, il y a un racisme ontologique. Il y a une incapacité de s'imaginer d'une humanité égale à celle d'un Africain ou d'une Africaine. C'est un vrai problème de toute la classe politique française, de la droite vers la gauche, en passant par le centre. Ils n'ont pas été libérés des traces et des séquelles de la traite des Noirs. Le fait que l'Africain a été esclavagisé, a été marchandisé, le fait que l'Africain ait été spolié, réduit au statut de marchandise sur le continent européen, a laissé des séquelles psychologiques dans l'esprit européen en général et dans l'esprit des dirigeants européens en particulier. Ce qui fait que ce tropisme racial préside à leur manière de voir les choses. Les propos de Napoléon ne sont donc pas différents de ceux d'un Nicolas Sarkozy, ne seront pas différents de ceux d'un De Gaulle, ne seront pas différents de ceux d'un Chirac. Ils ne seront même pas différents de ceux d'un Emmanuel Macron, qui tout récemment nous dit que l'ingratitude est une maladie non transmissible à l'homme et que les Africains auraient été ingrats envers les dirigeants français. Si Emmanuel Macron peut dire que l'ingratitude est une maladie non transmissible à l'homme, alors qu'il est en train de se plaindre de dirigeants africains qui n'auraient pas été reconnaissants envers la France, c'est qu'Emmanuel Macron dit très clairement qu'il ne considère pas que les Africains sont des humains, puisque l'ingratitude dont les Africains souffrent n'est pas une maladie humaine. Donc ce racisme, ce mépris raciste est ancré dans le comportement. C'est un habitus, non seulement de la pensée, mais de la parole et du comportement politique. En France. Ça me rappelle un jour une mission. J'étais à l'époque alors conseiller du président Guillaume Kibafori Soro et il m'avait chargé de rencontrer un député de la droite française, un député des Français de l'étranger, qui m'attendait dans son bureau au Palais de Bourbon, au Palais de l'Assemblée nationale à Paris. Ce député voulait rendre visite à la Côte d'Ivoire, il voulait rendre visite au Parlement ivoirien et j'étais chargé de préparer sa visite sur instruction du président Guillaume Soro. Je vais à la rencontre du député, monsieur est assis au milieu d'un grand fauteuil Louis XIV et il me donne une chaise en fer à l'angle de la salle. Il me demande de m'asseoir là-bas et de lui dire l'objet de ma visite. Je lui dis, je ne m'assois pas là-bas et je ne vous donne pas l'objet de ma visite parce que je vous trouve inutilement condescendant. Vous êtes un petit député là, de la République française. Moi, je suis un petit professeur de la République française, mais je ne vois pas en quoi vous me dépassez. Pourquoi vous pouvez avoir cette attitude de penser que je suis avec vous dans un rapport d'infériorité symbolique, morale, spirituelle ou intellectuelle? Qui êtes-vous pour vous asseoir comme vous vous asseyez et pour me donner un fauteuil, une chaise en fer, pendant que vous êtes assis sur un fauteuil capitonné, alors que c'est vous qui êtes demandeur d'une visite en Côte d'Ivoire? Le type n'en revenait pas, je l'ai vu passer par toutes les couleurs. Il était très étonné. C'est une scène qui se déroule il y a plus de 10 ans. Il était très étonné, ce drôle-là. Je lui dis, non, je ne m'assois pas. Notre entrevue prend fin là. Je ne vous dis même pas l'objet de ma visite. Vous ne méritez pas de venir en Côte d'Ivoire. Je vais rendre compte au président Guillaume Soro en disant que vous êtes un type indigeste, impoli et autosuffisant. On n'a pas besoin de vous.
Et je vous en informe, hein, je suis parti. J'ai même pas attendu ses excuses. Je suis parti. Et il n'est pas venu en Côte d'Ivoire. Parce que quand j'ai rendu compte au président Guillaume Soro, le président Guillaume Soro a dit on ne l'invite pas. Il ne vient pas. Vous voyez, un député, tout député qu'il est, il devrait être quelqu'un d'humble en plus. Parce que député, c'est quelqu'un qui a été élu par le peuple, non? Donc quand quelqu'un du peuple vient vers lui, qu'est-ce qu'il doit être? Très poli. Parce que son mandat là, il doit être un serviteur du peuple, un député. Mais vous voyez des députés qui se comportent comme s'ils étaient les patrons des gens. Vous n'êtes pas les patrons des gens. Le peuple est votre patron. Si tant est que c'est lui qui vous a donné mandat, c'est lui votre patron. Quand vous voyez quelqu'un qui représente le peuple, il faut baisser le ton. Parce que ce sont eux-là qui ont dit, soyez députés. Mais vous avez quelqu'un, il est député, il se prend. Non, alors pour revenir au sujet, l'élite politique française, de droite, de gauche, du centre, est remplie d'individus qui se croient supérieurs aux Africains. Je dis bien ils se croient, ils ne le sont pas. Les Africains ne leur sont ni supérieurs ni inférieurs. Les Africains, les Européens, les Américains, les Asiatiques, tout le monde. L'humanité se vaut. Zokwezo, dit la langue sango de République centrafricaine. Une âme vaut une âme. Un homme vaut un homme. Zokwezo. Mais il y a des gens qui ont été élevés au petit réel du racisme négrier, du racisme colonial, néocolonial et impérialiste, et qui grandissent en pensant qu'ils sont plus humains que les autres, qu'ils sont naturellement les chefs des autres. Voilà le fond, eh bien, du mépris. Deuxième élément, la cupidité. La cupidité de l'élite française envers l'Afrique. Cette cupidité se traduit par une défaite intellectuelle, l'incapacité de concevoir un modèle de fonctionnement de la République française qui ne passe pas par le pillage de l'Afrique. C'est-à-dire que s'ils ne peuvent pas piller le Gabon, piller le Niger, piller le Cameroun, piller le Mali, piller le Burkina Faso, piller la Côte d'Ivoire, s'ils ne peuvent pas piller le Sénégal, la plupart des dirigeants politiques français ne savent pas comment remplir les caisses de l'État français. C'est une espèce de dépendance envers la colonie qui est restée l'élément central de leur économie politique. L'incapacité de concevoir une croissance française sans le pillage de l'Afrique. Voilà pourquoi aucun d'entre eux n'a eu le courage de supprimer le franc CFA. Ils savent très bien que le franc CFA est une escroquerie contre les richesses africaines. Aucun d'entre eux, qu'ils soient de gauche ou de droite, ne veut prendre l'initiative d'abolir le CFA parce qu'ils savent qu'abolir le CFA, c'est se priver de leur vache à lait, l'Afrique. Leur vache à lait, l'Afrique. Donc, le deuxième élément de cette hostilité de la France contre l'AES, la France politique j'entends, à ne pas confondre avec les peuples, le deuxième élément c'est la cupidité économique. Et cette cupidité, eh bien, je voudrais que M. Chirac nous dise depuis quand elle est à l'œuvre. M. Chirac, d'où vient l'argent que nous avons ici en France? C'est important de le rappeler. C'est important. Oublie seulement une chose, oui. C'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup vient de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Voilà. Jacques Chirac a été 2 fois élu président de la République française. Il sait que la richesse de la France provient pour l'essentiel de l'exploitation de l'Afrique. Et au moment de quitter le pouvoir, Chirac dit que l'élite politique française doit lâcher les baskets à l'Afrique. Sinon, ça va mal finir. Et c'est ce qui est en train de mal finir actuellement. Lui-même qui a participé, lui-même qui a pris des millions aux dirigeants africains. Le dernier en date à nous avoir raconté comment il a été plumé par Chirac, c'est l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Il nous dit, Chirac me demandait l'argent. Président Gbagbo, venez nous dire ici comment il se comporte envers l'Afrique. Président Gbagbo, Chirac, qu'est-ce qui vous a fait, Chirac? Oui, ouais.
Mais c'est d'abord un étonnement Ouais. de voir Astaghfirullah. le chef d'État français me demander l'argent. Sabari, Wow. Wari, Et... Sabari, Wari. Mais après ça, ils vous ont fait ce qu'ils ont fait, Monsieur le Président. Vous ne leur avez jamais parlé? Non, mais... Et Chirac, C'est pas au possible. moment où il reçoit l'argent, il m'appelle, Laurent, je ne suis pas un ingrat. Mais c'est d'abord un étonnement de voir Moi-même, je suis étonné. le chef d'État français me demander l'argent. Waouh. Waouh. Et... Mais après ça, ils vous ont fait ce qu'ils ont fait, Monsieur le Président. Vous ne leur avez jamais parlé? Non, mais... Et Chirac, au moment où il reçoit l'argent, Vous voyez comment il a il remercié? m'appelle, Laurent, je ne suis pas un ingrat. Mais c'est d'abord un étonnement. Non. Babou, le président Babou dit que Chirac lui a dit qu'il n'était pas un ingrat. Mais après, il va lui envoyer des militaires français pour tenter de le déloger. Ils vont tuer 60 personnes. Ils vont tuer 60 personnes à l'hôtel Ivoire. Personne n'a été jugé. Hein. Le 9 novembre 2004. En venant renverser Babou. Hein. Quelqu'un qui t'a donné 3 millions d'euros. 2 milliards de CFA au moins. De l'argent public ivoirien. Tu lui fais ça. Donc le président Tiani dit, deuxième élément qui caractérise l'oligarchie politique française, la cupidité. Ils aiment vivre au crochet d'autrui. Alors qu'ils présentent bien souvent les immigrés d'origine africaine, d'origine maghrébine, d'origine asiatique, comme étant des parasites en France, eux-mêmes au sommet, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Président Babou, recommencez s'il vous plaît, ça me plaît trop. De voir le chef d'État français me demander l'argent. Vous voyez, comme les gens du voyage là, à la gare du Nord. Et... Mais après ça, ils vous ont fait ce qu'ils ont fait, Monsieur le Président. Vous ne leur avez jamais parlé? S'il vous plaît, Non, Babou, mais- s'il vous plaît, Babou, donnez-moi l'argent. Et Chirac, au moment où il reçoit l'argent, Ouais, il dit quoi? il m'appelle, Laurent, je ne suis pas un ingrat. Mais c'est d'abord un étonnement Non, c'est très étonnant, président. C'est très étonnant. de voir le chef d'État français me demander l'argent. Bon. Donc ça vous fait deux témoignages. Chirac lui-même dit, tout l'argent qu'on a en France, en majorité, il vient de l'exploitation de l'Afrique. Et le président Babou dit, Chirac m'a pris l'argent. Comme on dit chez nous au Cameroun, Chirac m'a fait le hop eye. Le hop eye, ça dit, il m'a menacé avec le sang à l'œil, que si tu ne donnes pas, tu vas voir. Mais malgré tout, j'ai encore vu après. Donc la cupidité est un élément fondamental de cette classe politique. Et cette cupidité lui vient de son absence d'imagination politique, son incapacité de construire un modèle alternatif. Et ce n'est pas faute de proposition. J'ai proposé aux dirigeants français de créer la Fédération française. Puisque l'héritage, le passé colonial de la France fait que de fait, elle est devenue une nation multiculturelle. Il faudrait plutôt qu'elle soit une fédération décentralisée que de continuer à faire fonctionner cette république jacobine où une poignée d'individus se prennent pour des ressortissants de la cuisse de Jupiter et traitent le peuple français tout entier comme un peuple de mineurs. Au point que celui-ci peut voter à un référendum sur le traité européen, non. Et la minorité politique qui dirige le pays, quant à elle, décide de continuer à aller vers la prédation de la souveraineté populaire à l'intérieur de l'Union européenne. Vous comprenez? Le président Tiani souligne un troisième élément important. Il n'y a pas simplement le racisme multiséculaire, et il n'y a pas simplement la cupidité et la défaite intellectuelle qui va avec. Il y a la guerre informationnelle et la manipulation des symboles. J'ai été très ému quand le président Tiani, par exemple, a analysé la guerre informationnelle et nous a expliqué le fonctionnement d'une association, une association qui s'appelle, Crossover. Crossover est une association qui a été créée, une ONG qui a été créée pour couvrir les formations des guerriers de l'information au service de la France-Afrique, qui travaille en bonne intelligence avec Canal France Inter
et qui travaille avec l'agence France Média Monde. Hein? Le président Tiani a bien décrit l'organisation de cette guerre informationnelle. C'est-à-dire, voilà des gens qui ne veulent pas considérer les Africains comme leurs égaux en humanité. Voilà des gens qui veulent continuer à piller l'Afrique, mais qui veulent se donner les moyens de continuer à mentir sur ce qu'ils font réellement en Afrique. Et c'est ce qu'ils appellent la guerre informationnelle. Le président Tiani l'a décrite avec merveille. C'était impressionnant. Il a dénudé tout naturellement le lien direct entre les principaux groupes terroristes et les agences qui animent cette guerre informationnelle. Vous n'êtes pas étonné qu'à peine un groupe terroriste a-t-il commis une escarmouche n'importe où au Niger, que déjà l'information sort à l'AFP, l'information est dans France 24, elle est dans RFI, elle est dans TV5, l'information est dans Le Monde, elle est dans Jeune Afrique. Et on voit le fameux barbu, Wassim Nasr, sortir de sa mine patibulaire pour applaudir les crimes commis contre les Africains en les présentant comme la puissance du JNIM, la montée en puissance du JNIM, l'étau du JNIM qui se resserre, à la capacité de frappe du JNIM, etc. Tout le monde sait que Wassim Nasr joue le rôle, en réalité, de communicant et de propagandiste des terroristes. Et c'est à ce titre qu'il est poursuivi dans plusieurs institutions judiciaires africaines pour apologie du terrorisme. Mais il est en contact direct avec les chefs terroristes. Un peu comme ces pseudo-journalistes qui se sont fait enlever exprès par les chefs terroristes pour leur donner un motif pour recevoir des financements de rançon sur les fonds publics des puissances néocoloniales et qui par la suite reviennent à Paris nous raconter comment ils ont souffert en grassissant dans les bras des terroristes. Comment ils étaient tellement heureux de se faire gifler par des liasses de dollars quand ils étaient avec les terroristes. Comment vraiment, c'était difficile, mais ils ont gardé la bonne mine parce qu'ils priaient beaucoup leur Dieu. Toute cette flibusterie-là n'impressionne plus les Africains. Les Africains savent très bien qui est derrière Al-Qaïda, qui est derrière l'État islamique. Les Africains savent très bien quels sont les organes de presse qui sont au service de la propagande terroriste. Les Africains savent très bien les puissances qui sont à l'origine des mercenaires, c'est-à-dire des tirailleurs du XXIe siècle, chargés d'organiser et de participer à la recolonisation de notre continent. Et ça, c'était le 4e point de l'observation de cette interview monumentale. Je passe au 5e point. C'est un point d'une très grande succulence, le 5e point. Le président Abdourahmane Tiani vient de démontrer par l'interview qu'il a donnée, et là j'aborde le 5e point, les relations avec le partenaire chinois. Il vient de démontrer que la révolution sahélienne ne consiste pas à chasser un maître pour en installer un autre. Selon le narratif, le storytelling, eh bien, des néocolonialistes français, des impérialistes occidentaux et de leurs relais médiatiques, les pays de l'AES, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, seraient en train de se débarrasser de l'influence française pour la remplacer par l'influence russe ou l'influence chinoise. Ils seraient en train de passer d'un colonialisme, d'un néocolonialisme à un autre. En vérité, le président Tiani a montré, une fois de plus, qu'il n'en est rien. D'abord, moi, je voudrais vous dire qu'il n'en est rien, parce que je suis un visiteur régulier des pays de l'AES. Je ne connais pas un seul pays de l'AES qui soit actuellement sous invasion militaire de la Russie ou de la Chine. Il y a des coopérants militaires de la Fédération de Russie dans le cadre d'accords de défense. Il y a des coopérants militaires au Mali, au Burkina Faso ou au Niger. Leur nombre est tellement limité que tout le monde sait que ce sont les armées maliennes, burkinabées et nigériennes qui dirigent leur propre combat. La coopération militaire est très limitée. Deuxième élément important, il n'y a pas une présence massive, envahissante des armées coloniales dans les pays de l'AES. Quand Bamako était sous l'emprise de la MINUSMA, Seigneur, il n'y avait pas une seule piscine où nager en paix. Je vous ai donné des émissions entières ici pour vous montrer l'invasion de la vie malienne par ces troupes. Rendez-vous compte qu'il y avait des pays de pratiquement... Il y avait des troupes originaires de plus de 80 pays au Mali. Il y a même des gens qui étaient venus du Bhoutan. Soi-disant pour défendre le Mali. Bhoutan. Toi-même, tu as déjà vu quelqu'un qui quitte le Bhoutan pour venir défendre le Mali. Toi, tu crois ça? B-H-O-U-T-A-N. Bhoutan.
des pays rares, comme des pierres rares. Des PNI, des pays non identifiés, le Bhoutan. Je dis que Bamako était irrespirable. Tu ne pouvais pas marcher quelque part. Ouagadougou, c'était pareil. Niamey, tu ne pouvais pas aller quelque part. Ils étaient partout. Ils étaient partout et ils étaient en vacances. Alors qu'ils prétendaient être venus aider nos pays à combattre le terrorisme, ils passaient plus de temps dans les piscines à s'entrelacer, dans les quartiers à modifier la démographie de notre population par des vigoureux coups de rein. Et ils emmagasinaient tout naturellement des primes d'expatriation qui leur permettaient de grassir leur compte bancaire en Europe. Astaghfirullah. Oui! Je vous parle de ce que j'ai vu. Dès 9 h du matin, ils étaient dans l'eau en train de nager. Toi-même qui es un Africain en Afrique, tu cherches à savoir à quel moment de la journée ces villégiateurs, ces jouisseurs vont libérer un coin de piscine pour que tu nages un temps soit peu. Même 2 minutes, sans les croiser sur ton chemin, en train de rigoler. Et de prendre la vie à la légère, alors que les Africains sont en train de tirer le diable par la queue. Non! Je vous dis que c'était trop. Donc ceux qui parlent d'une Afrique qui serait envahie par la Russie ou la Chine, ce sont ceux qui ne connaissent pas l'Afrique souveraine en lutte. Il n'y a pas d'invasion russe en Afrique. La Russie n'a pas besoin d'envahir l'Afrique. Elle a un État-continent, c'est le pays le plus grand du monde. Toutes les richesses que nous avons dans le sous-sol africain, là, les Russes les ont. Ce sont les Occidentaux qui sont pauvres en richesse. Qui sont pauvres en richesse naturelle, en richesse de sous-sol. Pas les Russes. Mais la Russie s'intéresse en particulier à l'Afrique parce qu'elle ne souhaite pas que l'Occident en fasse un monopole. Parce que si l'Occident continue d'avoir une mainmise aussi puissante sur les richesses africaines, il va les utiliser pour écraser la Russie. Si la Russie est partenaire de la souveraineté africaine, ce n'est pas pour les beaux yeux des Africains. Elle est partenaire de la souveraineté africaine parce que cela lui permet de ne pas permettre à l'Occident d'avoir une puissance énorme pour pouvoir l'écraser. Car l'un des rêves les plus importants de l'Occident, c'est de soumettre la Russie, la dépecer, la balkaniser, avant d'attaquer la Chine. La soumettre, la dépecer et la balkaniser. Comme ils ont fait au Soudan. Comme ils font en République démocratique du Congo. Comme ils veulent faire contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Comme ils ont fait en Libye. Comme ils ont fait en Somalie. Diantre. Qui ne voit pas leur méthode? Donc le président Tiani a fait preuve d'une sincérité incroyable pour décrire les points de désaccord avec la puissance chinoise et notamment les multinationales chinoises qui opèrent au Niger. Moi j'ai noté 3 points de désaccord. Premier point de désaccord, le salariat du personnel. Est-ce que c'est normal qu'un directeur chinois gagne, je ne sais pas, 10 fois, 30 fois, 50 fois, 100 fois plus que son adjoint nigérien? Est-ce que c'est normal qu'une secrétaire de direction chinoise, du directeur d'une entreprise chinoise au Niger, gagne plus d'argent que le directeur adjoint qui est nigérien? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que la prime d'une secrétaire de direction soit supérieure à celle d'un directeur adjoint? Donc le président Tiani a indiqué que le Niger avait demandé à la partie chinoise de revoir à la hausse les droits salariaux des Nigériens dans les multinationales qui exploitent la richesse au Niger. Premier point. Deuxième point révélé par le président Tiani, critiquant la coopération avec la Chine, c'est la question de la clarté sur les quantités de matières premières qui sont extraites. La clarté sur les quantités. L'une des raisons de la crise avec le Bénin, ce n'est pas simplement le fait que le Bénin, sous l'impulsion du néocolonialisme français, de l'OTAN et de tous ses satellites de la CEDEAO, a voulu participer au sabotage du Niger. C'était l'intention de Talon pour plaire à ses maîtres parisiens. Mais ça vient du fait qu'à un moment donné, on a senti comme une espèce de combinaison entre l'exploitant chinois, le CNPC, et le Bénin, pour que le Niger n'ait pas accès à la quantité réelle de son brut qui sortait par le port de terminal pétrolier de Semekodji. C'est-à-dire qu'en fait, voulant profiter de la zizanie entre le Bénin et le Niger, le partenaire chinois voulait exporter des quantités inconnues, illimitées, de l'or brut nigérien. Ce double jeu-là, le président Tiani l'a dénoncé. Mais il y a un troisième point, où le président Tiani a été d'une clarté incroyable.
C'est le double jeu de la représentation diplomatique chinoise envers les groupes terroristes qui menacent la paix et la stabilité du Niger. La représentation diplomatique chinoise, les représentants chinois au Niger ont été pris la main dans le sac du paiement de rançon, de négociations directes avec les groupes terroristes dans le dos de l'État du Niger. Ce qui est une manière de créer un État dans l'État. De ne pas respecter l'État avec lequel vous avez passé les conventions. Ce sont les 3 points que le président Tiani a apportés à l'attention de l'opinion, en soulignant que le Niger n'acceptera pas que la partie chinoise prospère dans le mépris. Aucun pays ne veut se voir méprisé. Donc, pour le président Tiani, il est hors de question que le double standard dans le traitement de la main-d'œuvre chinoise et africaine se poursuive. Il est hors de question que les ressources nigériennes soient exploitées de manière discrétionnaire par le partenaire chinois. Il est hors de question que la Chine prenne des initiatives diplomatiques à la place du Niger dans le territoire nigérien et qu'elle entre dans une espèce de deal avec les groupes terroristes, y compris avec le néocolonialisme français, dans le dos du Niger. Voilà un chef d'État qui appelle un chat et non pas un animal poilu qui miaule et qui a des griffes. Le président Tiani a dit cela. Ceux qui voulaient dire que les Africains sont incapables d'avoir une posture critique envers leurs nouveaux partenaires privilégiés, ils en ont pour leurs frais. Le président Tiani les a servis, les a habillés pour toute la saison pluvieuse et toute la saison sèche. C'est clair ou c'est pas clair? En Afrique, toute puissance qui ne nous respecte pas sera dénoncée. Nous ne passons pas d'un colonialisme à un autre. Nous ne passons pas de la France-Afrique à la Russe-Afrique, de la France-Afrique à la Sine-Afrique. Non. Nous allons vers l'Afrique souveraine. Nous nous battrons pour qu'il en soit ainsi, dans chacune de nos paroles, dans chacun de nos gestes, dans chacun des projets que nous menons. La souveraineté africaine est la prunelle de nos yeux. Le président Tiani est même allé jusqu'à souligner que il a été observé des kidnappings fallacieux de Chinois, ayant pour but de favoriser le paiement de rançon aux groupes terroristes, sur le modèle des kidnappings qui étaient organisés par les néocolons français pour pouvoir payer les terroristes du Sahel. Le président Tiani a dénoncé tout cela et a mentionné de nombreuses convocations de l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Niamey pour clarifier ces questions. Maintenant, la Chine ayant été un partenaire sur plusieurs points efficaces et efficients, on peut comprendre la patience diplomatique du Niger envers la Chine. Le président Tiani a fait état du fait que l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Niger a plusieurs fois pris bonne note et s'est engagé dans toute la mesure du possible à suspendre les activités qui sont condamnées. Mais le président Tiani a souligné la détermination du Niger nouveau à ne pas se laisser piétiner par qui que ce soit. Nous devons saluer cela. Et passer maintenant à la sixième question qui nous a intéressés dans cette formidable interview. Le sixième point qui m'a attiré, et c'est l'avant-dernier point de cet exposé, qui m'a attiré dans la grande interview du président Abdourahmane Tiani devant l'excellent Abdoulaye Temoro, c'est la manière dont le président Tiani aborde les questions de politique intérieure du Niger. Certes, l'interview était largement dominée par les questions géopolitiques, géostratégiques, les questions militaires et sécuritaires. Mais ce qui, moi, m'a aussi marqué, c'est la manière dont le président Tiani aborde la politique intérieure. Alors, sur le plan de la politique intérieure, un certain nombre de questions lui ont été posées. Il y en a une qui a semblé l'agacer un tout petit peu. C'est la question de la supposée lenteur d'intervention des forces armées nigériennes sur certains théâtres d'opération où les populations sont souvent confrontées à des agressions, justement, des mercenaires, du néocolonialisme et de l'impérialisme. Le journaliste
Abdoulaye Tiemoro a fait preuve de pugnacité. Je voudrais le saluer. J'ai lu un certain nombre de critiques sur le style de ses interviews du chef de l'État, qui lui reprochait d'être très compatissant, très conciliant, d'être de toutes les façons dans une posture inconfortable parce que il est le conseiller spécial à la communication du chef de l'État et en même temps il est le journaliste qui l'interviewe. Le journaliste Abdoulaye Tiemoro a montré qu'il n'y a pas nécessairement incompatibilité entre les deux positions du moment qu'il fait correctement son travail. Et il a insisté pour remonter une doléance des Nigériens, la lenteur de réaction de l'administration devant les situations d'urgence. C'est alors que le président Tchani a donné une fois de plus un cours de sécurité militaire à ses concitoyens et ceci nous permet de comprendre d'ailleurs beaucoup d'autres théâtres d'opération. Il a raconté l'épisode où les mercenaires, les spahis, les tirailleurs du néocolonialisme et de l'impérialisme qui envahissent l'Afrique pour leurs maîtres étrangers, avaient envoyé 2 motos faire semblant d'attaquer une position militaire. 2 motos pilotées par les voyous, les mercenaires, les spahis, les fantassins du crime. L'erreur qui a été commise par les militaires de cette base, c'est de sortir 4 véhicules remplis d'hommes et d'aller à la chasse des 2 motos. Or, les 2 motos conduisirent ipso facto les militaires qui les poursuivaient dans 4 véhicules remplis d'hommes. Ils les conduisirent sur le lieu d'une embuscade qui avait été préparée. Et c'est ainsi qu'il y eut des pertes de vies humaines militaires. Le président Tchani cite cet exemple pour expliquer que, certes, du point de vue du citoyen qui est en danger, du citoyen qui voit sa famille agressée, l'urgence est indiscutable. Il faut que l'armée débarque tout de suite. Mais il faut savoir qu'une opération militaire ne se monte pas comme une opération de police ordinaire. Une opération militaire ne se monte pas comme une opération de sapeur-pompier. Il faut la monter de telle façon qu'on soit capable d'atteindre des objectifs. Capable de ne pas provoquer plus de dégâts que de protéger les intérêts. Donc, oui, le territoire est immense. Les difficultés existent. Les moyens ne sont pas illimités. Mais le président Tchani insiste sur le fait, en tant que chef suprême des forces armées du Niger, il est à la tête d'hommes et de femmes qui tous les jours consentent le sacrifice suprême pour leur peuple. Moi, j'ai beaucoup aimé cette réponse du président Tchani. Elle contraste avec la réponse de celui qu'il a appelé le très démocratiquement élu Mohamed Bazoum. Je reviendrai sur lui. C'était un autre point de politique intérieure. Mohamed Bazoum avait présenté l'armée nigérienne comme une armée de pieds nickelés, une armée de faiblards, qui était inférieure au groupe terroriste. Il avait dit que les terroristes étaient plus aguerris que l'armée nigérienne. Abdourahmane Tchani ne tombe pas dans ce piège. Chaque fois qu'il prend la parole, il commence par défendre les hommes et les femmes qui risquent leur vie pour le pays. Ça, c'est une attitude de chef. Un chef est en première ligne pour défendre ses hommes, notamment quand ces hommes font avec sincérité et courage et passion et abnégation et dévouement leur devoir. J'ai aimé cette réponse. Ensuite, on lui dit quelles sont les dispositions que le gouvernement a prises pour contrer les urgences humanitaires qui ne manqueront pas d'être déclenchées par la nouvelle saison des pluies qui arrive. Tout le monde a vu les inondations catastrophiques que le Niger a connues la dernière fois. Le président Tchani a lui-même chiffré à plus de 300 morts. Eh bien, les inondations de l'année passée. Il a donc égrené avec modestie, il a égrené avec clarté les mesures qui sont en train d'être prises. Et il a rappelé que le Niger avait fait face à cette catastrophe humanitaire en mobilisant un financement de 12 milliards sans aide étrangère. Ce qui casse une autre image négative qui a été donnée du Niger. Un pays dont les ressortissants sont souvent vus dans plusieurs pays de la sous-région avec des sébiles dans la main, des assiettes dans la main, des écuelles dans la main en train de mendier. Le président Tchani casse l'image du Nigérien, de la Nigérienne mendiant. Et dit, nous avons affronté la crise humanitaire, la dernière saison pluvieuse, sur fonds propres. Il en profite pour souligner qu'en plus de cette autonomie de financement, les mesures de sécurité, les mesures humanitaires et une révolution de l'urbanisation sont en cours pour faire face à cela.
Et c'est alors que le président Tchiani cite des chiffres précis de l'action menée par son gouvernement pour baisser le coût de la vie pour le Nigérien et la Nigérienne. Le sac de riz est à 11 000 francs CFA. Le sac de mil est à 27 000 francs CFA. Le sac de maïs est à 27 000 francs CFA. Or, on a connu au Niger des périodes où ces denrées de première nécessité coûtaient le double. Le sac de riz coûtait 22 000. Le sac de mil coûtait 52 000. Le sac il coûtait 54 000. Le sac de maïs coûtait également 54 000 à un certain temps. Le président Tchiani fait un recours à l'ironie. Il fait remarquer que quand c'est bien, son peuple ne se plaint pas. Mais quand c'est mal, bien sûr, on se plaint comme s'il n'y avait rien de bien. C'est une manière de dire qu'il faudrait que dans cette période de guerre que traverse le Niger, le peuple prenne l'habitude, certes, de souligner les problèmes qui ne sont pas résolus, mais aussi de saluer les prouesses qui sont réalisées. Alors, il y a un troisième sujet de politique intérieure qui a également attiré mon attention, c'est l'évocation de l'ancien président Mohamed Bazoum sous le prisme de la démocratie démocratiquement démocratique. Cette formule, Mohamed Bazoum, le prétendu président démocratiquement et démocratiquement élu, qu'est-ce qu'elle signifie dans la bouche du président Tchiani, qui est un maître de l'ironie? C'est une figure de style, hein, c'est de l'ironie. Quand il dit que Bazoum a été démocratiquement élu, c'est parce qu'il pense le contraire. Tout le monde sait comment Bazoum est arrivé au pouvoir. Bazoum est arrivé au pouvoir avec le soutien de deux institutions. L'ancien président de la République, Mahamadou Issoufou, qui a savonné la planche à toute l'opposition pour que son poulain, Bazoum, et son parti restent au pouvoir. Ça, c'est un. Mahamadou Issoufou a fait la guerre et la traque à tous les opposants qui pouvaient battre, sans discussion, Bazoum aux élections. C'est ainsi que Hama Amadou, paix à son âme, a dû s'enfuir sur une pirogue. Un exil qui devait lui coûter sa santé et plus tard sa vie. Ça, c'est la vérité, on doit dire ça. La soi-disant démocratie qui a amené Bazoum au pouvoir au Niger, c'est la démocratie démocratisée par Mahamadou Issoufou à travers l'exclusion de l'opposition. Celui qui aime la vérité doit dire ça. Même si on sait, avec le recul, que Mahamadou Issoufou a pris ses distances par rapport à son poulain, quand celui-ci était devenu ingérable, Mohamed Bazoum, le jeune terre de Niamey qui a fait boum, on doit se souvenir que Bazoum est arrivé au pouvoir parce que Issoufou a préparé une pseudo-élection démocratique pour lui. Mais il y a un deuxième partenaire qui a imposé Bazoum à la tête du Niger. C'est la France. Tout le monde se souvient de M. Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères de la France, en train de nous présenter Bazoum comme l'incarnation totale de la démocratie. Quand le président Tchiani dit Bazoum le plus démocratiquement élu de tous les démocrates de la démocratie terrestre, c'est de ça qu'il parle. En fait, il veut dire que Bazoum n'a jamais été élu démocratiquement. Et il veut rappeler aux Nigériens et aux Nigériens, aux Africains, d'arrêter de se laisser enfumer par la théorie démocratique occidentale. Nous devons juger nos systèmes politiques à l'aune de nos valeurs de civilisation, de vérité, de justice et de solidarité, à l'aune des pratiques politiques réelles auxquelles nous sommes confrontés. Non pas à partir de concepts, à partir de proclamations de critères de valeurs contrôlés de l'extérieur, comme la soi-disant bonne gouvernance, les droits de l'homme et la démocratie sous le contrôle de pays occidentaux qui n'ont pas fini de démocratiser leurs 12 monarchies et qui n'ont pas fini de démocratiser les monarchies du Moyen-Orient qui sont leurs alliés. Ce sont ces gens-là qui viennent enseigner la démocratie en Afrique. Comment peux-tu enseigner la démocratie en Afrique alors que tu es sujet d'un roi? Ton roi est-il élu? Toi qui es en Belgique, toi qui es au Royaume-Uni, toi qui es en Norvège, au Danemark, toi qui es aux Pays-Bas, là, en Suède, à Monaco, au Luxembourg, ton roi là, qui est le chef de l'État chez toi là, en Espagne, il est élu? Mais comment tu peux prendre l'avion ou le bateau et venir chez les Africains leur enseigner ta soi-disant démocratie? Est-ce que tu y crois toi-même? Si tu y croyais, mais vous auriez coupé toutes les têtes de tous les rois. Comme les Français le firent pour le roi, eh bien,
Louis-Philippe. Oui! Donc, le président Abdourahmane Tiani montre la vacuité de la théorie démocratique, la propagande démocratique, le chantage démocratique, et en appelle à la redevabilité des dirigeants africains devant leur peuple. Le président du Niger a des comptes à rendre au peuple nigérien. Le gouvernement du Niger a des comptes à rendre au peuple nigérien. Et le président a souligné qu'il doit le pouvoir à son peuple. Si le peuple nigérien ne l'avait pas soutenu, il ne serait plus le président de la République du Niger. C'est parce que ce peuple s'est mobilisé massivement qu'il lui a été possible de mettre les forces armées du Niger à la disposition de la révolution. Labou Sanino Zanchanka Saini à la Lady Non. Mais oui! Donc, moi j'ai beaucoup aimé cette partie de politique intérieure où le président Tiani est précis et invite ses compatriotes à développer une connaissance précise des conditions de l'action politique, les conditions de l'action militaire et de l'action diplomatique qui se mène. Et il affirme aussi l'autonomie de son régime par rapport au régime politique passé. L'une des critiques les plus répandues contre le régime du président Tiani, c'est qu'il n'aurait pas soldé les comptes avec le régime de l'ancien président Mahamadou Issoufou. Mais le président Abdourahmane Tiani a sans doute pris acte de l'attitude du président Mahamadou Issoufou face à la révolution. Mahamadou Issoufou ne s'est pas opposé à la révolution nigérienne. Il a pris fait et cause pour la révolution. Ah oui, il fut un moment où on lui a demandé depuis Paris de dénoncer le CNSP, de dénoncer le président Abdourahmane Tiani. Et on lui avait demandé de soutenir une intervention militaire de la soi-disant communauté internationale. Mahamadou Issoufou a refusé. Il a clairement lâché son poulain Bazoum. Il est quitté, comme on dit à Abidjan, dans mauvais rêve. Ça compte. Mais ça n'empêche pas le président Abdourahmane Tiani de dire que leur soi-disant démocratie là, qui a fait venir Bazoum, c'est de la foutaise. Ce qui est très clairement une critique envers l'ancien régime. Parce que Bazoum n'est pas arrivé là sans que Mahamadou Issoufou n'ait littéralement organisé une élection Koucha pour lui. Une Koucha-élection. Vraiment, ça, c'est une vérité qu'on doit dire à notre doyen Mahamadou Issoufou. Bazoum est là parce qu'il l'a voulu. C'est lui qui nous a apporté cet OPNI, cet objet politique non identifié de Bazoum. Et Bazoum est là parce que la tutelle France-africaine l'a voulu. Ce sont eux qui ont imposé ce type. Ce que j'ai remarqué au passage, c'est que le président Abdourahmane Tiani est beaucoup plus fier de revendiquer l'héritage du président Mamadou Tandja, paix à son âme. Pourquoi? Parce que Mamadou Tandja s'est consacré à l'action patriotique de développement de son pays. Il a pris les bonnes décisions pour son pays. Il a même eu le courage de perdre le pouvoir au besoin, mais sur la base des bonnes décisions qu'il prenait pour son pays. Je suis très attentif au fait que le président Abdourahmane Tiani se réfère davantage à l'action du président Mamadou Tandja quand il parle publiquement qu'à celle du président Mahamadou Issoufou. Bon, il le respecte en tant qu'ancien chef d'État qui a respecté la révolution, qui s'est aligné derrière la révolution, qui ne s'est pas débiné pour se cacher derrière la France-Afrique, comme un certain nombre de renégats à la manière de Hassoumi Massaoudou, par exemple. Mais en même temps, le président Tiani ne se réfère pas au régime PNDS Taraya, quand il parle devant les Nigériens. Car il sait que les Nigériens ne veulent plus revoir ce régime-là. Moi, je cause avec mes frères et sœurs nigériens au quotidien. Ils ne veulent plus. Président Tiani, il faut savoir que les Nigériens ne veulent plus jamais entendre que le PNDS Taraya est revenu au pouvoir. Les Nigériens, ça là seulement, ça les rend fous de colère, les Nigériens. Tout ce que j'ai rencontré, pourtant, tout ce que j'ai rencontré sont des soutiens de la révolution nigérienne, des soutiens du CNSP. Mais l'affaire du régime PNDS Taraya là, quand tu commences à parler de ça à Niamey, tu énerves les gens. Les gens n'aiment pas ce régime. Les gens ont vomi ce régime. Donc le président Tiani a bel et bien raison de se mettre bien à l'écart de cette usine de démocratie
hein, qui a fait le soi-disant démocratiquement démocratique, extraordinairement démocratique Bazoum. Mon œil. Venons-en à la conclusion de cette analyse par le 7e point. La dernière partie. Septièmement, et pour conclure mon analyse de cette émission, j'ai été profondément touché par le quintuple appel lancé par le président Abdourahmane Tiani à la fin de son exposé. Quand le journaliste Abdoulaye Tiemoro lui a donné la parole pour dire son mot de conclusion, le président Tiani a lancé un appel au patriotisme, un appel à la foi, un appel à la dignité, un appel à la souveraineté, un appel à la résistance contre les sirènes ethnocentristes, tribalistes, communautaristes. L'appel au patriotisme a simplement pour but de rappeler à chaque Nigérienne, à chaque Nigérien, que sans pays, il n'y a pas de société humaine qui puisse vivre. L'appel à la foi a pour but de rappeler à chaque Nigérienne, à chaque Nigérien, à toutes les Africaines, à tous les Africains, que nous sommes des créatures et que quelle que soit l'œuvre que nous réalisons sur la terre, nous devons la dédier à celui qui est infiniment plus grand que nous tous. Celui dont nous venons et vers qui nous espérons repartir. Dieu créateur. Car il n'y a de Dieu que Dieu, comme le dit la belle Shahada des musulmans. Le président Tiani, dans cet appel à la foi, a beaucoup insisté sur la prière. Et je voudrais dire ici, au moment de conclure mon analyse, moi aussi, l'importance de la prière dans la vie de l'homme. Qu'est-ce que c'est que prier? Prier, c'est s'arrêter à certains moments de sa vie quotidienne pour parler en toute sincérité à l'être suprême qui nous a créés et avec lequel nous sommes en relation en tant que créatures. Pour moi, la prière est une conversation intérieure, une conversation sincère entre l'âme de la créature et l'âme du Créateur. Il faut que celui qui prie soit convaincu qu'il ne s'est pas créé. Il faut qu'il soit convaincu que Dieu existe. Il faut que celui qui prie sente même sa présence. Et à ce moment, il peut lui parler dans la langue de son choix. Il peut lui parler avec ses meilleurs mots de ce qui lui pèse sur le cœur. Il peut lui parler de ce qu'il espère. Il peut l'invoquer. L'invocation de la prière ici par le président Tiani permet de rappeler aux Africains que la prière est un élément de la vie traditionnelle de l'Africain. Non seulement dans la tradition africaine, on prie à presque toutes les occasions, mais en fait dans la tradition africaine, l'homme se définit comme un vivant qui est constamment en prière. C'est-à-dire qui a constamment dans son esprit la conscience de l'existence de celui qui l'a créé. Cette présence de l'idée de Dieu en l'homme fait l'homme. Il n'y a d'homme véritable que celui qui constamment prie. Le président Tiani invite son peuple à avoir ce contact personnel avec la divinité à travers l'expérience intérieure et sincère de la prière. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois traditionnaliste africain, où que tu sois dans le monde, prie. Prier, c'est nourrir ton esprit. Prier, c'est épurer ton âme. Prier, c'est te confronter à ta propre conscience. Prier, c'est garantir une certaine profondeur à ta présence dans la vie. Celui qui ne prie pas vit à la superficie de sa vie. Celui qui ne prie pas rate une relation spéciale, extraordinaire, qui est celle, eh bien, des hommes et des femmes pieux, et qui, depuis la nuit des temps de l'homme, est au cœur, eh bien, de la saveur de sa vie et de son espérance. Le président Tiani a beaucoup insisté là-dessus. La foi, c'est la confiance que si je vis au mieux, si je vis au service de la vie, si je m'efforce de faire ce que j'ai de mieux à faire, je peux faire confiance à celui par qui existe tout ce qui existe. Et en toute occasion, chaque fois que je peux, pas simplement quand je suis sur un tapis de prière, quand je suis dans une chambre, quand je suis, je ne sais pas, devant un hôtel ou dans une église, je peux prier à chaque instant. Cette dimension de la spiritualité
pas seulement africaine, mais la spiritualité universelle, le président Tchiani essaye de la proposer à son peuple. Appel à la dignité. Le président Tchiani appelle les Africains qui ont accepté d'être transformés en esclaves de salon à quitter le salon. Là encore avec une ironie incroyable. S'il vous plaît, quittez le salon. Nous, Africains, nous avons le continent le plus riche dans le monde. Nous n'avons pas besoin de mendier. Nous n'avons pas besoin d'être payés pour tuer notre peuple. Nous n'avons pas besoin de participer au complot contre les nôtres. Nous n'avons pas besoin de faire déterrer les tombes de nos ancêtres par des voyous sans foi ni loi pour vivre. Le Tout-Puissant nous a donné le continent le plus riche du monde. Unissons-nous pour le mettre en valeur afin de ne plus être piétinés par les autres nations et de transmettre à nos enfants un havre de paix et de grande civilisation sur la terre. Appel à la dignité. Appel à la souveraineté. Le président Tchiani appelle tous les chefs d'État africains qui rasent les murs en pensant que la sagesse consiste à être lâche, pour leur dire que tous ceux qui ont servi les intérêts étrangers contre leur peuple ont été payés en monnaie de singe. Unissons-nous pour obtenir le plus rapidement possible la souveraineté totale de l'Afrique. Enfin, le président Tchiani fait un clin d'œil de rappel à ceux qui se laissent tenter par les sirènes de l'ethnocentrisme. J'y ai vu une allusion implicite au débat sur la question linguistique qui a agité le Niger avec un fameux article 12 ces dernières semaines. Lorsque la langue Hausa a été choisie par les autorités comme langue officielle nationale, les autres langues restant des langues nationales et le français et l'anglais devenant, comme on les appelle, les langues de travail. Il y a eu un débat houleux dans l'opinion nigérienne, y compris parmi les soutiens du CNSP, qui voyaient comme une privilégiature du Hausa, eh bien, qui serait imposée au reste du peuple africain. Le président Tchiani a parlé, lors de cette interview, en français. Il a parlé en Hausa, il a parlé en Zarma. Il le fait souvent, même parfois en Fufulde. Je trouve que c'est ça la vraie réponse à ce tollé, à ce débat. Nous, Africains, nous ne devons pas nous plaindre si, à partir de l'argument statistique, de la représentativité d'une langue dans la population, eh bien, locutrice, elle est choisie pour servir de pont entre toutes les populations. Nous aurions raison de nous plaindre si ce choix s'accompagne de la négation des autres langues. Le président Tchiani, par son comportement, indique aux Nigériennes et aux Nigériens que le Hausa, le Zarma, le Fufulde, les langues nigériennes demeureront des langues nationales nigériennes à égalité stricte. Pour l'efficacité administrative, pour l'efficacité du travail scientifique, pour l'efficacité du travail économique, tout pays qu'on voit ici au monde est contraint, pour ces raisons d'efficacité, à en choisir une qui fait le lien avec toutes les autres, sans détruire les autres. Et il faut choisir celle qui est la plus parlée. Quand vous entendez que les Est-Africains parlent le Swahili, ce n'est pas parce que tous les Est-Africains sont des Swahili. C'est parce que, statistiquement, les dirigeants tanzaniens, les dirigeants ougandais, les dirigeants rwandais, les dirigeants kenyans ont observé que leur population parlait plus fréquemment cette langue, en plus des autres langues. Et c'est comme ça que cette langue, eh bien, a été généralisée comme langue officielle dans ces zones. Nous ne devons pas voir dans la promotion d'une langue africaine, même si ce n'est pas la nôtre, la langue de notre ethnie, nous ne devons pas y voir nécessairement une discrimination. Car j'observe en effet, et nous observons que les néocolonialistes ont cherché à s'engouffrer ces derniers temps dans ce débat de l'article 12. Il peut y avoir eu des maladresses dans la manière de défendre, eh bien, cette décision. Ça, c'est vrai. Mais les néocolonialistes ont voulu s'engouffrer dans cette affaire pour fragiliser le Niger. Nous devons appeler notre peuple africain du Niger à être grand et vigilant face à ces manipulations. Moi, fils du Cameroun, j'ai grandi dans le terroir de la langue Bassa-Bantou. Mais j'aimerais, dans toute la mesure du possible, savoir parler le maximum de langues africaines. Cela ne veut pas dire que je voudrais que l'on impose toutes les langues. Par exemple, le Cameroun en a pratiquement 250 à 300. Alors, faudra-t-il, oui ou non, qu'un jour le Cameroun ait des langues, une langue officielle
une ou deux langues officielles nationales. Ce sera nécessaire. Si on veut sauver le patrimoine culturel national, il faut déjà promouvoir au moins quelques langues nationales, celles qui sont les plus parlées, ne serait-ce que région par région et même au niveau national, il faut les promouvoir. Mais il ne faut pas détruire les autres. Il ne faut pas décourager les autres. Il ne faut pas les inférioriser. Je pense que le président Tiani évoquait cela implicitement, parce qu'il a bien vu les dérives dans les commentaires qui ont tenté de présenter la proposition, la décision de faire du Haoussa la langue officielle du pays, alors que les autres langues demeurent comme le Haoussa des langues nationales, le français étant encore une langue de travail. Cette décision-là, certains ont voulu l'utiliser comme un moyen de dire que c'était une colonisation ethnique à l'intérieur du Niger. L'expérience que j'ai de ces questions m'invite à appeler mes frères et sœurs nigériens, ceux qui sont par exemple les zermaphones, ceux qui sont les poulophones, à ne pas prendre les choses à ce niveau. Vous-même, vous parlez presque tous Haoussa. Je vous visite maintenant depuis 2 ou 3 ans. Je sais que j'ai mes amis nigériens qui sont Peul, j'ai mes amis nigériens qui sont des Gourmanché, j'ai mes amis nigériens qui parlent le Djerma, etc. Mais la plupart des Nigériens que je rencontre, en effet, parlent Haoussa. Ça fait quoi? Si on utilise le Haoussa, qui est parlé par la majorité d'entre nous au Niger, comme langue de liaison entre toutes les communautés, est-ce que ça empêche qu'on continue à parler le Djerma, là où on peut le parler, là où on veut le parler? Est-ce que ça empêche qu'on écrive en Djerma? Est-ce que ça empêche qu'on parle le Foufoulde? Qu'on écrive en Foufoulde? Ça n'empêche pas. Écrivains de toutes les langues africaines, promouvons nos langues. Moi, j'écris de la poésie, du théâtre, de la philosophie en bassa. Si tu es djermaphone, fais-le. Si tu es foufouldephone, foulophone, fais-le. Si tu es haoussaphone, fais-le. C'est tout cela qui va concourir à une effervescence linguistique et à un renouveau culturel sans mauvaise concurrence. J'ai beaucoup aimé cet appel qui vise aussi l'instrumentalisation par le néocolonialisme et l'impérialisme de la communauté Peul qu'on veut présenter comme étant la cible de la lutte antiterroriste. Implicitement, c'est de ça que le président Tiani parlait. Faites attention, l'ennemi veut utiliser cela pour nous fragiliser. Enfin, le président Tiani a dit quelque chose qui m'a beaucoup ému parce que cela correspond, pour ma part, aux conclusions de ma méditation sur le sens du pouvoir. Le pouvoir, qui est cet agir en commun, doit s'exercer par quelqu'un qui se met au service de l'intérêt général du bien commun de sa communauté. Le président Tiani a dit, vous ne soutenez pas le CNSP pour moi. Abdourahmane Tiani, président de la République, chef de l'État du Niger. Non. Vous ne soutenez même pas le CNSP pour le CNSP, nigérien. Le véritable sens de l'action populaire, de l'action politique, c'est que vous souteniez le gouvernement parce que vous voyez que le gouvernement travaille pour vous. C'est-à-dire, vous soutenez le gouvernement parce que le gouvernement sert le bien commun. Autrement dit, vous vous soutenez vous-même. Le président Tiani ne veut pas être soutenu en son nom propre. Il n'est pas demandeur d'un culte de la personnalité. Il ne veut pas que le CNSP soit transformé en un fétiche. Que cela soit transformé, je ne sais, eh bien, en un Dieu sur terre. Le président Tiani ne demande pas cela. Lui qui est un homme de foi. Ce qu'il demande, c'est qu'on juge de la politique qui est menée à la tête du pays par ses effets. Qu'on juge par les résultats. Et comme lui utilise la méthode constructivisme qui combine l'empirisme et l'idéalisme, la théorie et la pratique, le président Tiani demande à être jugé sur des faits constructifs. Il ne revendique pas une perfection totale de l'action de l'État et du gouvernement, mais il revendique la bonne foi de l'État et du gouvernement. Il revendique la bonne volonté de l'État et du gouvernement, les nuits sans sommeil de l'État et du gouvernement, pour émanciper le Niger, pour rendre au Niger la splendeur qui n'aurait jamais dû lui être volée. Voilà pourquoi il a énormément souligné l'importance de la profondeur civilisationnelle du Niger. Il dit le Niger, c'est une civilisation de 5000 ans. Ceux qui pensent le Niger à partir des bornes de la République créée par le fait colonial et néocolonial français sont un danger pour le Niger. Il faut penser le Niger à l'intérieur de la grande mémoire multiséculaire, multimillénaire africaine. Il faut penser le Niger en perspective du grand moment qui pendant 3000 à 3500 ans a été celui de la grande Afrique, eh bien pharaonique, qui influença tous les continents du monde et inspira toutes les civilisations du continent, comme l'ont montré
les travaux abondamment cités par le président Tiani du professeur Cheikh Anta Diop. Voilà la grandeur, voilà l'immensité du moment que nous avons vécu et pour lequel nous devons remercier son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tiani et le brillant journaliste Abdoulaye Tchemogo de nous avoir tenus en haleine pendant 3h22 non-stop. Je vous dis que j'ai écouté cette conférence même en sommeil. C'est-à-dire que j'ai mis des écouteurs et il m'est arrivé d'en écouter une partie en dormant. Tellement je voulais que les propos du président Tiani, je tenais à ce qu'ils habitent mon esprit. Que mon esprit s'en imprègne de telle façon que je sois capable de vous restituer ma compréhension de sa compréhension, à ma façon. J'espère avoir du mieux que je le pouvais, réaliser cette promesse. Et je vous souhaite d'ores et déjà, cela fait exactement 2 heures que je vous parlais, une excellente nuit à travers le Niger, à travers l'Afrique, les continents d'Europe, d'Amérique, d'Asie et les îles des grands océans. Notre ami Faso Ouattara... La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDW Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.